Il y a quelques semaines, le youtubeur et développeur Benjamin Code a lancé un défi à sa communauté d'après une idée suggérée par Basti UI, un autre créateur de contenu bien connu. L'objectif, créer un générateur de miniatures YouTube à partir de l'URL d'une vidéo. On a en effet souvent besoin d'intégrer ce genre de miniatures dans du contenu, notamment pour vous recommander d'aller voir une vidéo, comme je pourrais le faire par exemple ici en vous suggérant d'aller voir cette vidéo sur ma chaîne. Beaucoup de développeurs ont relevé le défi avec brio, mais la plupart du temps avec une stack basée sur des frameworks JavaScript complexes. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous devez savoir que je suis un adepte des stacks minimalistes, surtout pour ce genre de projet qui est assez simple à réaliser. J'ai donc décidé de relever de mon côté ce défi avec ma stack de prédilection, Python bien sûr pour le back-end avec Flask et un mix de HTMX, Tailwind CSS et Alpine.js pour le front-end. Mes trois principaux objectifs étaient donc de montrer qu'il était possible, sans utiliser un framework JavaScript comme React, Vue ou encore Svelte, d'avoir une application qui soit rapide et facile à développer et à maintenir, avec une interface qui soit moderne et réactive, et enfin avec des outils simples à utiliser et à apprendre. De cette façon, je sais que je pourrais revenir sur cette application dans 6 mois et continuer de la développer et de la maintenir sans souci. Également, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'après vous avoir montré le code de l'application, je vous parlerai des erreurs que j'ai faites et de comment j'aurais pu mieux prévoir cette application pour éviter de perdre du temps inutilement. Et si vous avez envie de voir plus de vidéos sur cette stack ou sur d'autres stacks autour du web avec Python, dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça coûte rien et ça aide beaucoup la chaîne, alors mettez-le tout de suite, comme ça c'est fait. Alors cette application, je l'ai codée en 3 jours à temps partiel, donc environ une dizaine d'heures de code en tout. Si ça vous intéresse, j'ai documenté l'aventure sur Twitter et je vous mets le lien du fil dans la description de la vidéo, dans lequel vous pourrez voir heure par heure l'avancée du code et les problèmes que j'ai rencontrés. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer un peu plus en détail les coulisses du projet en vous expliquant le code et les choix que j'ai faits. Je vous montrerai également comment j'ai mis en ligne le projet sur un VPS d'Infomaniac, le sponsor de cette vidéo. Je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente comment mettre en ligne étape par étape un projet réalisé avec Flask sur un VPS d'Infomaniac. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous remontrer toutes les étapes en détail, vous pouvez aller voir la vidéo pour tout ça, mais je vais quand même vous expliquer comment vous pouvez utiliser un sous-domaine également géré par Infomaniac pour rendre votre site accessible, comme dans mon cas à minia.docstring.app. Ça vous permet ainsi d'avoir plusieurs projets sous le même nom de domaine principal. Autre point important pour vous et non des moindres, l'intégralité du code est disponible en open source et vous trouverez également le lien du dépôt Git dans la description de la vidéo. Alors avant de rentrer dans le détail du code, un petit mot sur la stack que j'ai choisie pour ce projet. Déjà concernant le back-end, j'avais le choix principalement entre 3 frameworks Python bien connus, Django, Flask et FastAPI. Il en existe d'autres, mais ce sont les 3 principaux au moment où j'enregistre cette vidéo. Django, c'est mon framework de prédilection, c'est celui que je maîtrise le plus et qui dispose du plus grand nombre de fonctionnalités. Mais pour ce projet, je n'avais ni besoin d'un ORM, car pas de base de données, ni besoin d'une interface d'administration, et je vais avoir en tout et pour tout une seule page à afficher. Donc ça serait un petit peu overkill, comme on dit, d'utiliser un gros framework comme Django pour ce projet. Ensuite, on m'a beaucoup demandé pourquoi j'utilisais Flask au lieu de FastAPI, qui est un framework plus récent et moderne. Eh bien, pour la simple et bonne raison que je connais Flask mieux que FastAPI et que, comme je viens de le dire, pour une si petite application, la différence entre les deux aurait été de toute façon assez minime. En effet, je n'ai qu'une page et les 3/4 du projet se passent du côté front avec du HTML, du CSS et du JavaScript. Et justement, parlons-en du front-end. Pour que l'application soit réactive, j'ai utilisé mon fidèle compagnon HTMX. On aurait pu faire sans et utiliser directement l'API Fetch de JavaScript, mais HTMX rend tout ça beaucoup plus simple à manipuler. Dans le cas de cette application, HTMX me sert à aller chercher les informations de la vidéo YouTube du côté du back-end, donc la miniature, le nombre de vues, le nom de la chaîne, etc. et de les afficher sans avoir besoin de rafraîchir la page. Et ensuite, vous allez voir que finalement, ce qui fait 90% de l'application ici, c'est l'utilisation d'Alpine.js. Il y a souvent beaucoup de confusion entre Alpine.js et HTMX et je pense que cette vidéo, elle va vous permettre de bien comprendre le rôle de chacun. Pour cette application, vous allez voir qu'Alpine.js me permet de gérer toute la partie customisation de la miniature. Ça me permet de changer dynamiquement le padding, les arrondis, la taille et également l'affichage des éléments. Et pour la mise en forme de la page, j'avais pensé utiliser pour ce projet Pico CSS, une librairie CSS super minimaliste, mais finalement, je me suis rabattu rapidement sur mon favori également, Tailwind. Là encore, on aurait pu se passer de cette dépendance assez facilement en gardant du CSS pur, mais n'étant pas développeur front-end de profession et étant tellement habitué à Tailwind, je n'ai pas réussi à m'en défaire. Vous voyez qu'il y a donc de la place pour améliorer ce projet et pour le rendre encore plus minimaliste avec moins de dépendance. Mais cette stack, elle m'a permis d'arriver rapidement à un résultat fonctionnel en un minimum de temps et de respecter mes 3 objectifs.
Alors pour commencer, je vais vous présenter le code du côté du back-end avec notamment le framework Flask et on va voir également un petit peu comment s'articule la partie avec HTMX. Donc c'est un mix entre le back-end et le front-end. Et du côté du back-end, vous voyez qu'on a donc uniquement du code Python. On a 132 lignes de code avec beaucoup de fonctions qui sont des fonctions utilitaires. Je dirais par exemple ici une fonction qui va me permettre de convertir une URL en image sous forme base64. On a d'autres URL qui me permettent de séparer un petit peu mieux les choses. Vous allez voir également en regardant le code ici qu'il y a des choses qui peuvent encore être améliorées. Mais vous voyez surtout qu'on a uniquement deux vues, donc les deux vues qui sont déterminées ici par les décorateurs app.root. On a la vue d'index qui est la page d'accueil, donc la page principale, et on a une autre vue qui va être uniquement pour récupérer les informations. C'est donc cette vue qui va être appelée par HTMX pour mettre à jour les informations de la vidéo. Et donc si je l'affiche ici, vous allez voir qu'il y a une partie que je n'ai pas encore fait. Et si ça vous intéresse, vous pouvez faire une pull request sur le dépôt Git pour gérer cette partie. Ce que je n'ai pas géré en fait, c'est si on envoie une URL d'une vidéo qui n'est pas valide, donc une vidéo YouTube qui n'existe pas, même si l'URL, elle, est validée par le côté front-end, puisque je vérifie avec une regex la forme de l'URL, on peut quand même envoyer une URL qui retourne une vidéo qui n'existe pas. Et dans ce cas-ci, je n'ai pas encore géré cette erreur, donc c'est pour ça qu'il y a un to-do ici. Et cette vue, du coup, elle va uniquement récupérer les informations de la vidéo avec une fonction ici fetch video info. Donc vous voyez qu'on a plein de fonctions utilitaires comme je vous disais, par exemple extract video ID ici, c'est juste une fonction qui va utiliser la fonction URL parse. Donc URL parse, ça va me permettre avec le module donc url.parse de récupérer les informations de l'URL facilement. Donc vous voyez ici, si je vais voir la définition de la fonction, on a la docstring qui explique ce que ça fait ici. Donc ça va nous récupérer en fait le scheme, donc le HTTP ou HTTPS. On va ensuite avoir le chemin, les paramètres. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les queries. Donc dans une URL YouTube, ça va être toutes les informations comme l'ID, donc l'identifiant de la vidéo. Donc dans notre cas, l'identifiant unique de la vidéo que je récupère ici, voilà, get video ID from request. Donc vous voyez ici, je récupère à partir de vidéo URL, donc à partir de la requête qui a été faite du côté du front-end vers le back-end. Je vais lui envoyer cette URL de la vidéo et ça va me retourner en gros cet identifiant. Donc c'est juste ça que fait cette fonction extract video ID. Vous voyez que je lui passe l'URL et qu'ensuite on va récupérer le V puisque les URL YouTube sont sur ce format. Donc on a le V égale ici et l'identifiant et ensuite on peut avoir d'autres informations comme le timestamp ici qui va nous dire où est-ce qu'on va être dans la vidéo. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est juste l'identifiant et on récupère ça donc facilement avec cette fonction URL parse. Donc vous voyez plein de petites choses comme ça, le image to base 64 c'est juste deux lignes de code, on a le format duration ici qui va me permettre de récupérer la durée de la vidéo qui est en format ISO 8601 et de la formater en heures, minutes et secondes pour l'afficher sur la vignette. Et ensuite, on a principalement des fonctions ici qui vont nous permettre de récupérer les informations de la vidéo. Donc, on a un premier appel à l'API de Google. Donc, vous voyez ici, j'utilise la clé d'API que je vais avoir mise dans les fichiers d'environnement. Pour ça, j'utilise la lib.env qui est une lib que j'ai donc installée en plus puisqu'elle n'est pas dans la librairie standard de Python qui me permet de facilement récupérer à partir d'un fichier d'environnement qui se trouve ici dans mon cas. Donc là, vous voyez ici, donc je ne vais pas vous le montrer puisqu'il y a ma clé d'API dedans, mais c'est donc le fichier qui contient les variables d'environnement. Dans ce cas-ci, j'ai juste la clé YouTube API. Et c'est cette clé que je vais utiliser donc pour récupérer les informations que je vais ensuite parser avec cette fonction. Donc là, on a pas mal de choses à récupérer. Donc j'ai fait ça dans une fonction également séparée ici. Et ça va nous permettre de récupérer toutes les informations. Donc par exemple, le thumbnail de la vidéo, le titre de la vidéo, le nom du channel, donc de la chaîne YouTube, le nombre de vues pour le channel thumbnail. Là, on va devoir faire une autre requête puisque c'est une requête séparée qu'on va aller faire sur le channels qui va nous permettre de récupérer en gros le logo de la chaîne YouTube. Donc vous voyez que là, on va avoir en fait deux requêtes qui vont être effectuées à chaque fois qu'on veut récupérer des nouvelles informations sur une URL. La requête pour récupérer toutes les informations en général. Et à partir de cette première requête, on va récupérer l'identifiant de la chaîne qui doit se retrouver quelque part ici. Voilà, Channel ID. Donc le Channel ID, c'est l'identifiant de la chaîne qu'on récupère à partir des informations de la vidéo. Et on va refaire une requête pour récupérer cette fois le logo de la chaîne. Et on a trois autres petits trucs ici. On a le Select Thumbnail qui est juste parce qu'en fait, on va avoir plusieurs tailles différentes, mais elles ne sont pas forcément tout le
temps disponible. Donc on va essayer de récupérer le max res. Si elle n'existe pas, on va récupérer le high et sinon on va récupérer le default. Donc vous voyez plein de petites fonctions ici comme ça qui sont utilitaires, qui me permettent de séparer un petit peu le code. Si je voulais également faire des tests unitaires, ça serait plus simple comme ça de tester le script plutôt que d'avoir tout dans une seule fonction. Mais au final, on a presque tout qui se passe dans ces deux vues ici. Donc la page d'index qui va tout simplement retourner le template index.html, qui va aller récupérer à partir d'une vidéo. Donc par défaut, je crois que si on ne donne rien, s'il n'y a pas d'information dans l'URL, from request ici, voilà, par défaut, si on n'a pas cette information, donc si on n'envoie pas une requête, je récupère l'identifiant en fait de ma vidéo Python que vous trouvez en arrivant sur le site. Si par contre on a cette information dans l'URL là, eh bien ça veut dire qu'on fait une requête avec HTMX. Si par contre on a cette information dans l'URL, donc dans la variable vidéo URL, on va pouvoir ensuite récupérer cette URL, donc l'extraire comme on l'a vu avec la fonction qui permettait d'extraire l'identifiant et aller récupérer les informations. Donc vous voyez la page d'index qui me permet de récupérer les infos et ensuite quand on fait la requête avec HTMX, je récupère également ces informations. Donc on va appeler dans ce cas-ci cette vue ici qui va récupérer l'URL, le langage également puisque vous allez voir que j'ai rajouté une option pour pouvoir gérer différentes langues, donc anglais, français, japonais, espagnol je crois et on pourrait facilement en rajouter d'autres. Je vais vous montrer également comment ça fonctionne. Et qu'est-ce que je retourne ici? Donc ça c'est la particularité de HTMX, c'est qu'on va retourner directement du HTML. Donc si je reviens dans mes composants ici, on voit que j'ai dans les components juste les crédits que je mets à deux endroits sur le site, la page d'index et juste le card.html qui correspond à toute la carte YouTube que je vais vous détailler dans un instant. Mais donc vous voyez que c'est la particularité de HTMX pour ceux qui ne sont pas habitués. C'est pourtant tout ce qu'on faisait au début quand on parle de hypermédia, c'est ça qu'on renvoie, c'est du HTML et non pas du JSON comme on est habitué plutôt avec des frameworks JavaScript. On va retourner des informations sous forme JSON à partir d'une API. Dans ce cas-ci, on va retourner directement les informations sous forme HTML. Donc ça simplifie les choses finalement, ça évite en fait d'avoir à passer par cette surcouche de React ou de Vue qui va devoir récupérer les informations au format JSON. Nous, on passe directement par le HTML ici. Et si je vais voir du côté du fichier donc index.html, on va voir la logique qui se passe avec HTMX. Donc elle va se passer au niveau de l'input. Donc là, je vais afficher mes bookmarks, c'est un peu plus simple comme ça. Donc si je vais voir dans le YouTube URL input ici, vous allez voir qu'on a tous les attributs de HTMX. Donc c'est uniquement ces attributs ici qui nous permettent de faire toute la logique. On a le trigger qui est un trigger par défaut que vous allez voir, je vais déclencher à la main en fonction de certains événements qui se passent sur la page. Le from body ici, c'est juste un petit truc qu'il faut rajouter quand on fait des événements personnalisés, mais voilà, ça c'est juste le nom de l'événement. On va dire ensuite quelle URL on va appeler, donc dans ce cas-ci, getVideoInfo, c'est l'URL de cette vue ici, getVideoInfo qui va me permettre de récupérer la carte HTML. Ensuite, on a le target, donc c'est où est-ce qu'on va inclure cet élément, donc l'élément card.html qu'on va retourner, dans quel élément on va l'inclure. Donc là, je vais cibler tout simplement l'élément qui a la classe YouTube Card. On verra également pourquoi j'utilise ici des classes et non pas des identifiants, ça a à voir avec Alpine.js. Et donc si on va voir le YouTube Card, là encore, je vais aller voir dans mes bookmarks, YouTube Card, il est ici. Et si j'affiche les classes, on devrait avoir alors le YouTube Card qui va être en fait ici, voilà, dans mon composant directement. Donc c'est tout cet élément qu'on va cibler quand on va faire la requête avec HTMX. Ensuite, on indique une petite particularité pour le swap. Par défaut, le swap va se faire en inner HTML, c'est-à-dire qu'on va remplacer ce qui est à l'intérieur de l'élément qu'on a ciblé. Donc par défaut, avec le hx swap qui est sur inner HTML, on laisserait tranquille le article ici et on remplacerait tout ce qui est à l'intérieur. Moi, comme je veux remplacer l'intégralité de la carte ici, puisque c'est cette carte que j'ai ciblée, je veux également remplacer l'article, je veux remplacer la carte par une autre au complet. Je vais indiquer ici dans le hx swap outer HTML, ce qui va me permettre de ne pas remplacer que l'intérieur de cet élément, mais tout l'élément au complet. Donc comme je le remplace par lui-même, ça ne pose aucun souci puisqu'on va retrouver cet identifiant YouTube Card. Donc je pourrais répéter cette opération une autre fois quand je vais appeler Fetch Card. On va avoir cet élément YouTube Card que je vais remplacer en entier à chaque fois. On a le hx indicator qui est lui un endroit où on va ajouter la classe HTMX request. Là aussi, j'y reviendrai un petit peu quand on va voir le CSS. Ça va nous permettre de rajouter un élément qui va nous indiquer que la requête est en cours, donc un petit loader en fait. Et pour finir, le hx include, puisque je veux inclure cette donnée de langage. On l'avait vu, si je reviens ici, on va récupérer dans la requête le langage. Et comme cet élément, il est à l'extérieur de cet input, donc je vais le cibler pour l'inclure avec ma requête, puisque là,
le sélecteur, si je retourne, voilà, il est ici dans le language selection et là vous devez voir, voilà, j'ai le name égale language. Donc je veux également inclure cette information qui est vraiment complètement ailleurs dans la page, dans ma requête pour pouvoir changer la langue, puisque le changement de langue en fait va se faire ici. Si je vais voir dans les fonctions, donc là je vais chercher arrow ici et voilà. Donc c'est published at. Vous voyez que j'utilise une bibliothèque externe. Donc là encore une dépendance en plus, mais qui permet de facilement changer la date, puisque la date on va la récupérer à partir de l'API YouTube et grâce à Humanize ici et la locale, on va pouvoir la traduire facilement. Donc on va passer d'une date qui serait par exemple 21/12/2024, je ne sais pas, quelque chose du genre. Et avec le Humanize, ça va nous dire il y a tant de temps. Donc par exemple ici, ça dirait il y a environ, ça doit faire 5 mois, donc ça dirait il y a 5 mois. Et là, comme je passe à la locale dans cette fonction Humanize ici, le langage qu'on va sélectionner, eh bien si on met français, ça veut dire il y a 5 mois. Si on met anglais, ça dira 5 months ago. Si on met allemand, je ne sais pas, je ne me rappelle plus mes cours d'allemand, etc., etc. Donc vous voyez que très facilement, on peut passer comme ça avec cette bibliothèque Arrow d'une date comme ça à un indice de temps qui est formaté automatiquement dans la langue qu'on souhaite. Donc voilà pour ce lien entre le front et le back avec HTMX. Donc vous voyez, si je reviens sur mon input ici, c'est vraiment uniquement ces quelques informations qui vont permettre de gérer toute la partie rechargement quand je vais inclure une nouvelle URL. Et on va voir comment on déclenche ça par la suite. Il y a pas mal de vérifications à faire. Vous allez voir avec les éléments du côté interface pour lancer cette requête. Normalement, on pourrait le faire directement ici sans même mettre de hxTrigger. Je pense que sur un input de type texte, par défaut, ça va lancer le trigger quand on va arrêter d'écrire ou à chaque fois qu'on va écrire. On pourrait spécifier ce trigger aussi pour dire par exemple qu'il faut attendre à chaque fois qu'on fait un key up, donc qu'on relâche la clé, attendre par exemple 200 millisecondes pour ne pas avoir trop de requêtes effectuées. Dans ce cas-ci, moi je le gère à la main et on va voir ça tout de suite dans la prochaine partie avec le front-end, puisque du côté du back-end, ça fait pas mal le tour. Vous voyez beaucoup de fonctions utilitaires, il n'y a pas grand-chose de plus à dire ici, c'est assez facile à comprendre. Et là où ça va être par contre vraiment intéressant, c'est du côté du front-end avec notamment Alpine.js. Alors, pour la partie front-end, maintenant, il y a pas mal de choses à dire. Si on regarde au niveau de l'arborescence, ici, vous avez vu dans la partie back-end, déjà, je vous ai montré, j'avais 3 fichiers ici seulement au niveau du HTML. Donc la page d'accueil index, la page card.html qui est tout simplement le composant de la carte YouTube. Donc si je reviens ici sur l'application, c'est cette partie ici. Je vais en profiter également pour mettre cette interface en mode sombre puisque c'est quelque chose que j'ai rajouté dans cette application pour que ça soit un peu moins violent sur les yeux. Donc je clique sur la petite icône ici et voilà, ça fait un petit peu moins mal aux yeux. Donc cette partie, c'est la carte qu'on a ici au milieu et sinon la page d'index, donc c'est la page en général. Vous voyez par la même occasion qu'on a toutes les informations ici qui sont stockées dans l'URL, donc ça veut dire que si je change quoi que ce soit ici, que ce soit la taille des bordures, les éléments à afficher, peu importe même le thème de la carte, eh bien tout ça, ça va être sauvegardé dans l'interface, même également je crois, si je me souviens bien, le changement de dark mode sur le site au complet. Donc là l'intérêt c'est que si j'actualise cette page, tout reste exactement comme c'était quand je l'ai laissé et je n'ai pas besoin de refaire tous les paramètres à la main. Donc ensuite, si on vient voir tout ce qu'on a ici, vous voyez qu'on n'a pas grand chose et c'est ça aussi que j'aime avec cette stack assez minimaliste. On n'a pas un autre module qui fait 3 Go et plein d'autres trucs ici. On a tout simplement le fichier CSS d'input, on a le fichier d'output qui est généré par Tailwind. Là encore, comme je vous dis, on pourrait faire un peu plus simple sans cette dépendance de Tailwind. J'ai le Tailwind config ici qui me permet de spécifier quelques petites choses. Là, j'ai rajouté une configuration pour gérer le dark mode que j'ai copié de Docstring. Je vous montrerai ça également très rapidement à la fin. Et on a quelques fonts que j'ai dû inclure dans le projet parce que ça me causait des problèmes à l'export s'ils étaient récupérés directement depuis le CDN. Et c'est pas mal ça, il reste juste aussi le fichier JavaScript bien sûr qui est le gros morceau qu'on verra un petit peu plus tard. Donc là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai donc mon index avec plein de petites choses dans le head, comme les meta tags ici pour Facebook et pour Twitter quand on partage le site. Et ensuite, au niveau des dépendances, on a donc HTMX, on a HTML2Image qui est une librairie qui me permet de copier l'élément dans le presse-papier. C'est la librairie, j'en ai testé 2 ou 3, c'est celle que j'ai trouvée le plus efficace. Et on a Alpine.js pour finir qui me permet de faire beaucoup de modifications au niveau de l'interface, notamment tout ce que vous voyez ici.
aussi, donc changer les bordures, changer les styles, tout ça en fait ça va être géré. Là aussi les boutons qui vont apparaître ou disparaître en fonction des valeurs, ça aussi ça va être géré par Alpine. Les checkbox qui vont apparaître ou disparaître en fonction des cases que je coche, là aussi c'est du Alpine. Donc on va aller voir tout ça en détail. Et j'ai également une petite dépendance ici vers Lord Icon pour afficher quand je recharge. Donc ça c'est juste une petite animation. Quand je vais chercher, voilà, vous avez cette icône qui tourne. Là encore on pourrait le faire avec du CSS, on pourrait enlever cette dépendance, mais là j'avais ça sous la main donc je me suis pas embêté. D'ailleurs j'ai remarqué là, j'avais eu un petit problème. En fait j'avais modifié quelque chose et je m'étais planté. Si vous avez vu le script, j'avais une requête get ici auparavant, je viens de la rechanger en post. Je l'avais mise en get parce que j'étais plus sûr pourquoi je faisais un post, et en fait c'est parce que j'avais des éléments de formulaire ici. Si je descends dans mon input, donc là j'avais un hxget, je viens de le remettre en post, sinon ça ne fonctionnait pas et je n'arrivais pas à récupérer les informations du formulaire. Donc désolé pour ce petit problème. Quand je vous ai présenté la partie back-end, c'est réglé. Donc si je reviens sur mon côté index.html, donc si on revient dans le code, dans le head il n'y a plus grand chose d'autre. On avait fait le tour, Lord Icon, là il y a le CSS, on a Material Icons, là encore c'est tout simplement pour afficher ces petites icônes ici. On pourrait inclure des icônes en SVG, ça serait aussi un petit peu plus léger, mais voilà, je me suis pas non plus trop embêté pour ça. Comme je vous le disais, il y a encore place à amélioration pour faire quelque chose d'encore plus minimaliste. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a plusieurs éléments. Alors comme je vous dis, j'aime bien les bookmarks ici, donc je vais les afficher. J'ai le header, on a le main, ensuite on a le switch sur le dark mode. Donc là on va commencer à avoir du Alpine.js. Donc ce dark mode, en fait, j'ai deux icônes que j'affiche et on a tout simplement le xShow avec la variable dark mode. Donc tout ça, ça va être directement dans mon xdata. Vous voyez que je vais linker à YouTube config. Cette configuration, on va la retrouver dans mon fichier JavaScript, donc je vais l'afficher ici, et c'est la configuration donc que je vais donner à Alpine.js. Donc elle va être, je crois, tout en haut ici, ou non, un peu plus en bas. Je crois que voilà, c'est dans le Alpine init. J'ai cette Alpine data qui va définir pas mal de choses. Donc vous allez voir ici, on va avoir des variables, donc par exemple pour afficher ou non l'erreur. Donc ça c'est quand on va chercher la vidéo, si on a une erreur dans l'URL. On a le dark mode, le export size, et ici on a tous les settings avec les sliders et les checkbox, le export size également ici. Donc tout ça, en fait, ça va me permettre de facilement changer les valeurs par défaut, les noms, donc les labels ici, les valeurs par défaut pour la langue, pour le dark mode. Ça, c'est le dark mode général et ça, c'est le dark mode de la carte, puisque si vous vous souvenez, on en a deux ici. On a le dark mode du site et le thème ici de la carte. Et donc, si je reviens ici sur mon bouton, vous voyez qu'on a juste un add click et on va appeler toggle appearances ici. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça va tout simplement changer le dark mode. Généralement, dans un toggle ici, on ferait juste un dark mode égal, donc dark mode comme ça ici égale à l'inverse de dark mode pour faire le toggle. Là ici j'ai fait une petite fonction parce que j'avais besoin d'updater l'URL, donc ceci on le verra un petit peu plus tard, pour mettre à jour en fait les paramètres dans l'URL pour sauvegarder cet élément quand je rafraîchis la page. Mais vous voyez ici, après j'ai juste les deux icônes, donc l'icône pour le light mode et l'icône pour le dark mode. Donc ça c'est les icônes de Material Icon et j'ai juste un xShow qui me permet de les afficher en fonction de la valeur de cette variable. Donc ça c'est vraiment, on est au cœur de la logique de Alpine.js. Si la variable dark mode est true, je vais afficher le soleil, et si la variable dark mode est false, je vais afficher la lune. Vous voyez, et ça marche très bien comme ça. Donc là, quand je clique, ça va changer cette valeur, ça va mettre à jour l'URL et en fonction de cette valeur, on va afficher avec xShow l'une ou l'autre des icônes. Ensuite, on a la sélection du langage. Donc là, c'est un select avec des options. Donc là, comme je vous dis, c'est très facile d'en rajouter d'autres. J'ai mis que ça pour l'instant, mais on pourrait très facilement rajouter des locales. Et après, c'est la librairie Arrow en backend qui va faire cette traduction automatiquement. Le modèle ici, c'est le settings.language et le addChange ici, ça va changer le langage. Là aussi, je pense que c'est juste un update URL et ça va également déclencher le htmx.trigger. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le trigger, on avait ce trigger personnalisé, donc le fetch card. Donc là, je le lance ici puisque quand je mets le publication date ici, vous voyez, si je change la langue, il faut que j'aille du côté du backend avec Arrow, transmettre cette information, donc la langue que j'ai choisie ici, récupérer la traduction et afficher la carte. Donc c'est pour ça ici que je fais un htmx.trigger et on a le update URL qui là encore va permettre de mettre à jour cette URL. Donc là ça va être quelque part ici, je ne sais plus où, c'est un peu plus loin. Voilà, language, là on a language qui est égal à DE et donc si je le change pour mettre EN, on va avoir language qui va être égal à EN, etc. Donc tout ça, ça va être mis à jour automatiquement avec update URL.
Et dans cette update URL, on va aller la voir tout de suite. Vous voyez, c'est des choses un petit peu faites à la main. Là, je peux le faire automatiquement pour toutes les checkbox et les sliders parce que je les ai tous rassemblés dans le même truc. J'aurais pu faire la même chose pour les autres paramètres. Finalement, comme ils étaient un petit peu disparates, je les fais à la main. Donc là, vous voyez, ça va juste mettre un paramètre dans l'URL avec l'objet URL search params et ensuite avec le window.history, on va remplacer l'historique. Donc on va remplacer l'URL en fait avec toutes ces informations qu'on a mises ici. Donc c'est juste ça que je fais dans le update URL et on a le set load params ici qui est l'inverse. Donc en fait, on va aller récupérer avec l'URL ici tous les paramètres et on va mettre les valeurs par défaut dans ces paramètres de Alpine.js pour que ça aille récupérer les valeurs qui sont dans l'URL. Donc là, c'est voilà, si je mets par exemple le font size ici, je peux changer l'URL, je vais mettre 10 à la place et on va voir que le title size ici, il est bien à 10. Donc ça, c'est ce que je fais dans cette fonction load params. Et ensuite, si on descend un petit peu, donc là, il y a pas mal de choses qui sont un petit peu similaires. On a notre input, donc le input qu'on a vu tout à l'heure, avec le show error, comme je vous disais, qui va me permettre de changer les classes. Donc quand vous avez un 2 points avec quelque chose ici, ça permet de définir des attributs en fonction de valeurs de variables dans Alpine. Donc là, par exemple, si on n'est pas avec show error, je vais mettre le invisible. Donc ça va me permettre de cacher le texte. Donc là, c'est ici, par exemple, comme je vous disais, si je mets une variable qui est invalide, donc si je mets useTube au lieu de YouTube, vous voyez que ça va afficher le texte invalid YouTube URL. Donc ça, c'est juste une regex qui, si je me souviens, donc où est-ce qu'elle est? Elle doit être quelque part ici. Change, voilà, validate and trigger request. Donc j'ai une regex ici qui va vérifier qu'on a bien quelque chose sous le bon format. Et si ça ne matche pas la regex, je change le show error à true. Si ce n'est pas le cas, par contre, je mets à jour l'URL et je refais un htmx.trigger. Parce que cette fonction, en fait, si je vais voir où elle est définie, vous voyez, comme je vous disais, ça peut être un petit peu mélangeant. C'est que j'ai finalement un déclencheur avec Alpine. Donc je n'utilise pas en fait directement le trigger par défaut, comme je vous disais, de l'input. Là, si je mettais key up ou quelque chose comme ça, ça lancerait automatiquement la requête vers le back-end à chaque fois. Moi, ce que je voulais faire, c'était rajouter quand même une vérification du côté front-end avant d'envoyer la requête. Donc ça me permet de ne pas envoyer une requête si par exemple j'ai quelque chose qui n'est pas valide ici. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un trigger avec Alpine, donc ça c'est @input. Ça permet de faire en sorte que quand on va rentrer quelque chose, donc quand on va avoir l'événement input sur cet input, donc l'événement JavaScript, on va exécuter cette fonction qui va vérifier la regex et si ce n'est pas bon, eh bien on ne fait rien, on affiche l'erreur et si c'est bon, par contre, on va mettre à jour l'URL et là on va lancer la requête vers le backend avec htmx avec ce htmx.trigger. Donc vous voyez, on fait ça en 2 étapes plutôt que de faire directement le trigger avec htmx. On va faire une validation en front-end avant d'envoyer la requête vers le backend. Et ensuite, si je descends, là, on a toutes les options de personnalisation. Donc, on va avoir les checkbox et les sliders. Pour éviter d'avoir de la répétition de code, là, j'ai utilisé encore une fois des éléments intéressants de Alpine.js, donc avec le template qui me permet de faire une boucle. Donc là, pour ceux qui font du Vue, du React, etc., c'est des choses qui sont quand même assez courantes. Donc, on a un X4, on va boucler sur chacune des checkbox dans le settings. Donc si je vais voir ici dans les checkbox, j'ai plein de choses. J'ai fait aussi voilà, le visibility et le style qui me permettent de n'afficher ces checkbox ou ces sliders que dans certaines conditions. Donc par exemple, on a le info size ici. Vous voyez, j'ai 3 conditions ici. Donc le info size, il va afficher le label info size. Je ne sais même plus ce que c'est. Info size, c'est ah oui, voilà, c'est ce slider ici. Donc je vais tout rafficher, que ce soit un peu plus clair. Donc j'ai le info size et voilà, ça va changer docstring 1.6 et 2 years ago. Et donc si j'enlève ces 3 éléments, donc si j'enlève le channel name, le view count et le publication date, vous voyez qu'il va disparaître. Donc le info size, vous voyez, il était là, info size à 24. Et quand je clique dessus, donc si ces 3 éléments là sont décochés, le slider va être caché aussi. Et ça, c'est fait avec le isVisible. Donc, j'ai une fonction qui va tout simplement récupérer ces informations. Donc, le paramètre visibility. Donc, si je vais voir dans mes options ici, voilà, j'avais mis un petit bookmark pour le repérer. J'ai visibility. Donc, c'est juste comme le any ou all. Dans le cas de JavaScript, ça va être some ici. Donc, on va vérifier est-ce qu'on a au moins une de ces conditions qui est vraie. Et si c'est le cas, on l'affiche. Et sinon, on ne l'affiche pas. Donc, j'ai ça pour les sliders et pour les checkbox qui sont basés du coup sur ces valeurs ici de visibility, etc. Et là, après, j'ai le défaut, le min, le max. Et pour les checkbox, j'ai juste la valeur qui est par défaut à true, sauf lui qui est à false par défaut.
Donc ça, le show simplify view count, ça me permet de, voilà, soit d'afficher le nombre de façon entière, soit de l'afficher comme ça. Là encore, j'ai une fonction qui me permet de faire ça. Le simplify, je ne sais plus où il est quelque part là-dedans. Simplify number, ici, voilà. Donc ça, c'est une fonction qui va récupérer le nombre, enlever les virgules, et ensuite, on va faire une petite boucle while ici qui va diviser le nombre jusqu'à atterrir sur la bonne unité ici pour l'afficher. Donc là, on a le nombre, et ensuite, on a le suffixe. Donc là encore, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Si vous voulez aller voir plus en détail ce qui se passe, allez voir le code source. Je reviens sur mon template puisque là, c'est des trucs un peu plus intéressants. Donc, on a notre modèle avec le checkbox.value. On a la classe avec checkbox.style. Donc ça, c'était juste le style que j'ai mis. C'est un tout petit truc. C'était voilà, la dernière case ici pour faire un padding left pour qu'elle soit un petit peu affichée de côté pour qu'on comprenne bien qu'elle est dépendante du view count puisque voilà, elle va être affichée uniquement si on a le view count qui est coché. Et après pour les sliders, donc c'est à peu près la même chose, j'ai juste quelque chose en plus, c'est le bouton qui me permet de remettre à zéro les sliders. Donc là encore, on va avoir le visible et là, voilà. Alors là j'ai une fonction qui va appeler ça sur tous les sliders. Donc en fait on va remettre les valeurs par défaut sur tous les sliders. Donc là vous voyez que je change la value pour remettre la valeur par défaut. Et si je viens sur les sliders individuels, puisqu'en fait j'ai un bouton général ici qui va remettre tous les sliders à leur valeur par défaut. Et après j'ai le bouton pour les sliders individuels. Et donc là, pour les sliders individuels, c'est plus simple. Vous voyez, quand je fais un add click, donc quand je clique sur le bouton, ça va faire un slider.value égale à slider.default. Et je cache le bouton tout simplement avec cette condition. Donc on va avoir une classe ici. Donc on a la classe par défaut avec le bouton outline et on va dire dynamiquement, tu vas changer la classe ici. Donc si la valeur de la value est égale à la valeur par défaut, alors tu vas mettre le bouton à opacity 0 et sinon tu vas mettre le bouton à opacity 100. Donc là vous voyez ça me permet de, quand j'ai en fait une valeur qui est différente de la valeur par défaut, donc la valeur par défaut qui est 64 ici, d'avoir le bouton qui s'affiche. Et ensuite pour le thème, donc là encore des choses assez simples, settings, on a toujours les mêmes trucs, donc là encore je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Le format export, c'est toujours un petit peu les mêmes choses. On a le xtext qui est intéressant ici. Xtext en fait ça va être donc ce que j'affiche ici, le 680 x 500 pixels. Donc le xtext, là encore si vous faites du view etc, c'est des choses assez classiques, ça va me permettre de changer le texte en fonction d'une valeur. Donc là je récupère la valeur de export size et je l'affiche dans ce span ici pour afficher en fait la valeur du oula, c'est plutôt ici le xtext, voilà, ça c'est le multiplié, ah oui c'est le x2 ici. Donc c'est la valeur de l'export et on a le export size ici qui est le export size text qui est calculé à partir de cette fonction. Donc cette fonction qui va me permettre de récupérer la valeur du Canva, donc la valeur en fait de cette partie ici au milieu de la carte et de la multiplier par le export size value pour arriver à la taille qui va être la taille finale de l'image qu'on va récupérer sur notre disque ou dans notre clipboard. Et ça fait pas mal le tour pour ce fichier index. On a ensuite les crédits ici qui sont dans un component séparé comme je vous avais dit. Au niveau du responsive, donc il n'y a pas grand chose à dire, c'est assez classique. J'ai juste changé des flex call en flex row en fonction de tout ça. Donc là vous voyez ça va juste changer un petit peu. C'est responsive, ça n'a pas été très compliqué à gérer avec Tailwind. Là encore je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, c'est des choses assez classiques de Tailwind. Donc je vous laisse aller voir le code source si ça vous intéresse. Maintenant, deux choses plus intéressantes qui sont un petit peu particulières. Donc ça va être toute la gestion des paramètres sur la carte ici. Donc quand je change les sliders, vous voyez que ça change les informations sur la carte, ça va changer la taille, etc. Et ça va être fait avec le style. Donc directement avec le 2.style ici, je vais changer en allant chercher les settings donc, de mes sliders, les valeurs de mes sliders, de mes checkbox, etc. Donc ça va être soit le 2.style, soit le xshow. Donc je dois l'avoir par exemple ici, voilà, duration. Donc on va afficher la duration, donc ça c'est le petit élément ici qui est la durée de la vidéo. Je vais l'afficher dans le coin ici, juste si j'ai coché le duration. Donc ça c'est très facile, c'est avec le xshow. Et on a le xtransition qui est aussi intéressant, qui me permet d'avoir ces petits effets sympas quand je cache ou que j'affiche quelque chose. Vous voyez que c'est un petit peu dynamique. Donc ça c'est tout simplement avec le xtransition et on peut le paramétrer aussi pour le modifier, pour dire qu'on veut que ce soit plus ou moins long. Donc on pourrait mettre par exemple 500 millisecondes, on peut mettre des effets aussi pour indiquer comment ça va disparaître. Moi je trouve que l'effet par défaut il marche très bien. Vous voyez quand j'affiche des éléments c'est assez dynamique. Le docstring ici il slide un petit peu sur le côté. Donc je trouve que c'est juste le bon niveau de trucs assez sympas, modernes, sans avoir à se compliquer la vie.
Donc X-Transition et X-Show, et après c'est juste ici les deux points style qui vont changer. Donc tout simplement, je change par exemple ici le border radius en fonction du slider. Pour l'article au complet, donc la carte, je fais un petit calcul pour que ce soit un peu plus sympa. Donc ça, c'est une formule assez classique de border radius qui va être un petit peu plus grand sur la carte externe que la carte interne. Donc ça, c'est des petits principes de design assez simples que vous pouvez trouver quand vous faites des UI. Et c'est la même chose pour tout le reste. On a le logo ici avec le width, le high. J'ai fait un petit translate Y. Là, quand on a le logo, donc channel logo, je peux faire un logo offset parce que je me suis dit que des fois, en fonction de la taille, voilà, ça pouvait être intéressant de le recaler un petit peu. Voilà, par exemple, ici, si on veut le bouger, bon, des fois, ça sort un petit peu des limites, mais voilà, j'ai voulu faire ça. Et pareil avec le progress, ici, on a une barre. Donc ça, c'est tout simplement le width de cet élément HTML qui va changer en fonction du slider. Donc là encore, vraiment, vous voyez, rien de bien compliqué. C'est à chaque fois des X-Show, des X-Text. Donc là, le format de view count, c'est vraiment juste pour avoir le simplify number si j'ai coché la case. Donc vous voyez, si la case est cochée, on le simplify. Sinon, on retourne juste le view count. Mais tout le reste, vraiment ici, c'est assez simple. C'est toujours les mêmes éléments qui sont répétés. Là où j'ai une petite particularité que vous allez voir si vous regardez le code source, c'est que j'ai eu en fait le plus gros problème, je pense, dans ce projet qui a été causé par Alpine. J'ai hésité un moment à ne pas utiliser Alpine à cause de ça et finalement, je me suis dit que le petit workaround que j'ai trouvé était assez facile à mettre en place plutôt que la difficulté qui aurait été de tout faire sans Alpine.js et de faire ça avec du vanilla JavaScript. Donc la particularité, c'est ces deux fonctions ici, remove attribute et le restore attribute. En fait, je me suis rendu compte que de façon assez logique, tous les attributs, si on va voir le code HTML ici, donc si j'affiche, là je vais vous le montrer à l'écran, si je grossis un petit peu tout ça, on a effectivement beaucoup d'éléments qui sont des deux points style avec une syntaxe qui est spécifique à Alpine.js. Et on a le style ici qui est appliqué, mais malheureusement, le style n'est pas correctement appliqué et on perdait tout ça à l'export. Donc en fait, quand je faisais un copy to clipboard ici, tout était complètement décalé et on n'avait pas ces valeurs qui étaient appliquées des sliders. Donc ce que j'ai dû faire, c'est un petit tour de passe-passe. J'ai dû faire en sorte que avant de faire l'export, je récupère tous les attributs, je les stocke quelque part. Donc vous voyez, je prends les attributs style et les attributs classe, je les store dans cette variable ici et je les remets à la fin. Donc je change les styles, j'enlève les points style, je les bake en fait dans le code HTML pour que je puisse les exporter correctement. Et après, une fois que tout est exporté pour retrouver l'aspect interactif de Alpine.js, je les remets au bon endroit. Donc c'est le principal problème que j'ai eu. Et un autre problème que j'ai eu, c'était justement, je vous avais parlé des classes. Alors pourquoi j'utilise les classes ici? Si on va voir tout en haut, là j'ai une liste avec tous les éléments sur lesquels j'ai des classes dynamiques comme celle-ci, donc les styles et les classes qu'on a vues. Donc tous les éléments qui vont être dynamiques avec des sliders ou des checkbox, ils sont ici et je les ai fait avec des classes et non pas des ID. Ça peut paraître bizarre parce que c'est des éléments qui sont uniques et ça serait plus logique de les cibler donc avec des identifiants uniques plutôt qu'avec des classes. Mais là encore, j'ai eu un problème. Alors je me souviens pas exactement c'était lequel, mais ça avait à voir avec Alpine.js aussi, si je me souviens bien, qui n'arrivait pas à correctement cibler les éléments si j'utilisais des identifiants uniques. Donc je suis passé par des classes uniques tout simplement. Ça a marché. Donc c'est deux petits problèmes voilà, qui m'ont retardé de 1 heure ou 2 je pense sur la totalité du projet. Mais finalement, sur tout le temps que ça m'a fait gagner avec Alpine.js, j'ai préféré utiliser ça. Et donc, qu'est-ce qui reste après? Maintenant, on a vu pas mal toutes les fonctions. Il y a encore peut-être quelques fonctions utilitaires que je ne vous ai pas montrées. Les deux autres fonctions principales, c'est des fonctions qui auraient pu donc être un petit peu plus minimalistes si je n'avais pas eu ce problème. Vous voyez, on a le Restore Attribute ici et le Remove Attribute. Donc, c'est les deux fonctions tout simplement qui vont permettre de récupérer les informations sur le disque, donc la miniature sur le disque ou dans le clipboard. Donc j'ai un Event Listener ici sur le Copy button avec le clic. Ça va donc enlever les attributs. Ensuite, ça fait quelques trucs ici pour récupérer un blob pour le mettre dans le clipboard. On change quelques petits trucs avec du JavaScript assez simple ici. Donc là, ça fait juste permettre de changer le texte du bouton. Donc là, si je retourne sur le script, vous allez voir que quand je clique ici, on a un petit loader qui se lance et ça doit mettre, je pensais que ça m'était copié quelque part, mais en fait non, je pense que non. Ou alors c'est trop rapide. Bouton inner panel, ok, je pensais que je l'avais mis. Donc peut-être que c'est trop rapide, non, mais on a bien l'image dans le clipboard. Là, vous voyez que c'est assez gros. Par défaut, c'est à 1 et c'est un petit peu plus petit. J'ai aussi un petit bug avec
avec le spinner, vous l'avez peut-être vu ici. Donc là voilà, on a l'image en format 1 par 1 et le petit slider ici c'est tout simplement du CSS. Donc je sais pas, j'ai un petit bug avec cet élément ici. On n'a pas encore vu le CSS mais il n'y a pas grand chose là-dedans. Vous voyez, c'est ce custom loader ici que je fais tourner avec une animation. Donc je sais pas pourquoi j'ai un petit bug. Voilà, avec le keyframe ici qui fait un rotate. Donc si je reviens dans mon JavaScript, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on fait quelques petits trucs ici, on change le loader sur le copy button, on fait voilà, un set timeout. Donc je pensais que, ok, c'est peut-être que ça va trop vite, non pourtant. Bon ok, il faudrait que je regarde ce qui se passe ici parce que pourtant j'ai bien un set timeout. Donc ça ici, vous avez tout ce que je déteste de JavaScript. Alors là, vous allez me dire qu'il y a moyen de refactorer tout ça pour pas avoir plein de code en spaghetti comme ça. Mais bon, finalement, quand on essaye de faire des trucs comme ça, moi ça m'énerve un petit peu parce que surtout avec les set timeout, il y a peut-être là encore des façons plus simples de faire, des libs externes à rajouter qui permettent de faire des timeouts un peu plus faciles. Moi je trouve ça toujours la galère de base quand je veux faire un timeout de devoir tout encapsuler comme ça pour avoir ensuite le petit timeout à la fin. Donc là, j'ai mis un timeout aussi de 500 millisecondes. Ça, c'était pour pouvoir avoir un petit buffer entre le moment où j'enlevais tous les styles et je faisais l'export. Si je ne mets pas ce petit buffer, d'ailleurs, je peux le descendre un petit peu. Je pense qu'à 100 millisecondes, ça marchait aussi bien. Le truc, c'est que si je ne mets pas un timeout, si je suis à 0, en fait, il y avait un petit clash et des fois, en fait, ça exportait dans le clipboard avant d'avoir correctement enlevé tous les styles Alpine.js qui posaient problème. Donc, j'ai mis ce petit timeout et ça règle parfaitement le problème. Et on a la même chose ici avec le download button. Donc, on va juste enlever les attributs, récupérer le nom de la vidéo, du channel pour ensuite le mettre dans le nom du fichier ici. Et c'est pas mal tout. Après, voilà, on remet le loader, on restore les attributs sur les éléments et c'est pas mal tout. Et il reste plus que le CSS. Donc le CSS, pas grand chose. Là aussi, j'aurais pu faire plus simple. J'ai repris un peu des bouts de code que j'avais sur Docstring, notamment la gestion du dark mode et du light mode. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. Moi, dans mon cas, j'aime bien cette façon de faire. En fait, c'est tout simplement ici, vous voyez qu'on va changer la classe en fonction de cette variable dark mode. Donc si elle est à true ou false, on va afficher cette classe dark qu'on va mettre donc directement sur le div principal. Donc le div qui est juste après le body ici. Donc là, je ne l'ai pas mis directement sur le body parce que sur le body, j'ai le xdata, donc je ne peux pas mettre une variable Alpine.js sur le même élément qui a le xdata, donc c'est pour ça que j'ai ce div intermédiaire. Et après, avec ce dark, en fait, j'ai tout simplement des variables qui vont être différentes en fonction de si je suis en dark ou pas. Donc vous voyez là, si j'ai le point dark, en fait je vais utiliser des primary, là il y en a pas mal que j'utilise pas d'ailleurs, mais voilà, pour le texte par exemple, si j'utilise texte 100 en dark mode, je vais avoir quelque chose d'assez clair. Donc là, si je reviens ici, vous voyez qu'en dark mode, les textes sont assez clairs, donc presque blancs. Et si je reviens par contre en light mode, eh bien, on va avoir l'inverse. Donc si je reviens ici en light mode, le texte 100, il va être assez sombre. Donc ça me permet comme ça de définir seulement quelques thèmes, quelques variables. On pourrait mettre un autre thème si on le voulait aussi avec une autre classe principale ici. Ça permet de faire différents thèmes, pas seulement light et dark, mais on pourrait mettre d'autres termes, un thème YouTube ou je ne sais quoi. Et après, voilà, j'ai quelques trucs qui me permettent. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est un peu débile de faire ça, d'utiliser Tailwind pour finalement refaire un petit peu du bootstrap. » C'est sûr que si on fait des composants pour absolument tous les boutons, bah, on n'a pas besoin de faire ça. Là, comme j'ai pas fait des composants pour tous les éléments, je trouve ça plus simple de faire ces petites classes. Là aussi, c'est des trucs que j'ai copiés un petit peu d'autres projets pour pas perdre trop de temps. Donc, je me suis un petit peu simplifié la vie comme ça. On a le checker background, là encore quelque chose de très simple ici pour l'arrière-plan de la card. Et l'élément peut-être le plus intéressant dans tout ce CSS, c'est ces HTMX indicators. Donc ça, c'est juste, comme je vous avais dit, quand on va faire une requête HTMX, on va avoir cette classe qui va être ajoutée et ça, on va le spécifier. On l'avait vu, si je retourne voir dans mes bookmarks, donc le YouTube input URL ici, vraiment les bookmarks, utilisez-les. Je vois très peu de gens le faire. Moi, je me repère très bien dans mes projets avec ça. Donc, on avait le HX indicator ici, loading placeholder. Donc, si je vais voir où est ce loading placeholder, il se trouve ici. Et donc, ça veut dire en fait qu'on va tout simplement ajouter une classe HTMX -request ici quand on va avoir la requête qui va être en cours. Et comme ça me permet après de spécifier certaines choses. Donc là, par exemple, je vais dire dans le input CSS que si on a la classe HTMX request et en dessous de cet élément la classe YouTube card, on va mettre l'opacité à 75. Donc ça, c'est ce qui me permet tout simplement, là, si je fais un reload, vous voyez, la card, elle est un petit peu transparente. Ça me permet d'afficher le loader par-dessus et de, voilà, d'indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe.
Donc c'est juste ça qui se passe ici avec ces deux classes. Et on a également cet élément ici, donc c'est le fameux Lord Icon qui permet d'afficher, donc vous venez de le voir, ce petit élément qui tourne. Donc là, comment faire pour l'afficher? Là encore très simple, j'ai une classe HTMX Indicator ici, donc c'est très simple parce que comme je vous dis, on va avoir la classe HTMX Request qui va se mettre sur ce div. Et donc avec mon CSS, on va cibler ce HTMX Request et HTMX Indicator. Donc là, c'est du pur CSS, HTMX Request et HTMX Indicator. Donc quand on a un élément qui contient cette classe à l'intérieur d'un élément qui contient cette classe, on va afficher le opacity à 1 et sinon par défaut le HTMX Indicator on le met à 0. Et on a rajouté une petite transition voilà ici pour l'afficher avec une petite transition quand il arrive et qu'il repart. Donc vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça au niveau de ce petit loading. Là encore, c'est quelque chose qui fait assez peur, mais vous voyez qu'avec HTMX et avec 2-3 lignes de CSS, on peut faire exactement ce qu'on veut et le personnaliser autant qu'on veut. Donc voilà pour le code, je pense que ça fait le tour. Donc vous voyez, il y a pas mal de petits éléments qui fonctionnent les uns avec les autres. Si vous n'avez jamais utilisé ces technos, il y a peut-être plein de trucs qui vous font un petit peu peur ici, mais je trouve que vraiment l'intérêt c'est qu'on reste avec une architecture qui est assez minimaliste. Vraiment, si on revient ici, il y a 3 fichiers HTML, il y a un fichier CSS, un fichier JavaScript. Donc si vous maîtrisez ces technos, si vous maîtrisez la théorie de Python, de JavaScript, de HTML et de CSS, vous ne serez absolument pas perdu. Il faudra juste passer peut-être 1 ou 2 heures à apprendre HTMX, à regarder qu'est-ce que c'est tout ça. Là, quand on a le HX Trigger, HX Post, vous allez lire la documentation. C'est très facile à comprendre ce qui se passe ici. Et après, du côté de Alpine, en fait, si vous ne comprenez pas ce qui se passe ici, c'est probablement plus que vous avez des lacunes en JavaScript qu'en Alpine.js. Parce que Alpine.js, vous voyez que c'est juste une façon un petit peu plus simple avec une syntaxe spécifique qui ressemble là encore à ce qu'on peut avoir avec des frameworks JavaScript un petit peu plus complexes comme Vue ou React, de faire des éléments interactifs. Mais l'avantage, comme je vous dis, c'est que vous n'avez pas à apprendre toute la surcouche qu'on a avec Vue et avec le Virtual DOM ou avec React et tous les trucs qu'on a avec ces frameworks qui sont des fois un peu plus puissants pour certaines choses et qui permettent également de faire ça aussi, mais avec une complexité supplémentaire que je n'avais pas besoin d'avoir ici. Et maintenant, une petite partie sur la mise en ligne de ce projet, puisque c'est quand même important une fois qu'on a du code de pouvoir le rendre disponible. Et pour ça, on va utiliser un serveur privé virtuel qui m'a été fourni par le partenaire de cette vidéo, Infomaniac. Infomaniac, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo dans laquelle je vous avais montré en détail comment mettre en ligne un projet avec Flask. Infomaniac, c'est une compagnie qui propose plein de services en ayant à cœur la vie privée, l'environnement et l'économie locale. C'est une boîte qui est indépendante et qui développe tous ses services de bout en bout et qui est propriétaire de ses propres data centers qui sont tous situés en Suisse, au cœur de l'Europe. Dans cette partie, je ne vais pas refaire le chemin au complet pour vous montrer comment tout mettre en ligne. Vous avez l'autre vidéo dans laquelle j'explique tout ça en détail, il y en a pour une bonne demi-heure. Donc là, dans cette vidéo, ce que je voulais juste vous montrer, c'était un petit peu ce que j'utilise. Donc vous voyez que par exemple ici, j'ai tout simplement un service Unicorn avec NGINX en reverse proxy qui va servir mon site. Et ce que je vais vous montrer, c'est surtout en fait l'utilisation d'un sous-domaine. Donc si je reviens dans ma console d'administration d'Infomaniac, vous voyez que j'ai un nom de domaine que j'ai également réservé de leur côté. Donc j'avais utilisé docstring.app pour d'autres applications et comme je voulais séparer les choses, j'ai choisi de faire un sous-domaine. Donc à partir de ce domaine ici dans ma console d'administration, je peux créer des sous-domaines. Donc ce que j'ai fait ici avec minia.docstring.app et une fois que vous avez créé votre sous-domaine, eh bien c'est pareil, c'est la même chose. Si je vais voir dans les zones DNS ici, on voit que l'enregistrement A et 4A ici qui correspondent à l'IPv4 et l'IPv6 sont redirigés vers mon VPS, ce qui me permet ensuite de rediriger donc les requêtes qui sont effectuées depuis minia.docstring.app vers mon application Flask. Et donc si je vais voir dans Cloud Computing ici, dans VPS, vous allez retrouver mon VPS qui est tout simplement une machine Ubuntu sur laquelle tourne mon serveur Flask. Et si on va voir du côté du serveur en question, je vais afficher la configuration de NGINX. Vous voyez que là, c'est assez similaire à ce qu'on avait, sauf que là encore, on va mettre minia.docstring.app. L'erreur la plus courante que je vois, c'est en fait des étudiants qui ne comprennent pas que Minia, c'est un sous-domaine et que 3W, c'est également un sous-domaine. Donc l'erreur que je vois la plus courante, c'est des gens qui mettent www.minia.docstring.app. Donc si vous avez déjà un sous-domaine comme celui-ci, ne rajoutez pas les 3W devant. Minia est déjà le sous-domaine et www est aussi un sous-domaine. Donc ne mettez
fait pas les deux à la suite. Et après, on a tout simplement le certificat SSL. Là encore, je vous montre comment le générer automatiquement avec Certbot directement sur votre VPS. C'est très facile, il fait tout ça pour vous. Il le renouvelle avec, pas Certbot, pardon, mais Let's Encrypt, qui est le service qui permet de récupérer le certificat. Certbot, je pense que c'est juste le bot qui permet de modifier automatiquement ici la configuration de Nginx, mais le service, c'est bien Let's Encrypt. Et donc si je reviens sur mon site, je peux afficher minia.docstream.app. Vous voyez que c'est rapide. Quand j'ai posté le site sur Twitter, j'ai eu beaucoup de visites en simultané et je n'ai eu aucun problème. Je sais que j'ai vu d'autres projets qui avaient eu quelques petits problèmes. Alors je ne sais pas si c'était probablement aussi à cause de gens qui se sont amusés à faire des attaques et à surcharger et à faire des attaques de données de service. Donc j'ai peut-être eu de la chance aussi là-dessus de ne pas avoir été submergé, mais j'ai quand même eu beaucoup de requêtes. Et sur ce VPS, ça n'a absolument posé aucun problème pour gérer toutes ces requêtes en simultané. Donc merci à Infomaniac, vous voyez que moi avec un seul VPS comme ça et avec différents noms de domaine, je peux gérer plusieurs projets, donc il suffit de les mettre sur le VPS. Si je retourne voir ici dans ma console, vous allez voir que là j'ai tout simplement mon application avec quelques fichiers en plus, notamment ici le serveur, donc WSGI ici, et on a le fichier SOC, donc qui est le fichier qui est utilisé par Unicorn, mais sinon c'est vraiment ici tout simplement mon projet avec les quelques éléments, les fichiers statiques, les fichiers, donc le fichier requirements ici pour installer l'environnement virtuel et les dépendances dont j'ai besoin pour ce projet. Et après tout ça c'est exactement pareil que sur votre machine. Et si vous voulez voir donc toutes les étapes, je vous redirige encore une fois vers cette autre vidéo dans laquelle je montre beaucoup plus en détail comment mettre en place un site web avec Flask sur un VPS d'Infomaniac. Donc merci encore à Infomaniac pour avoir sponsorisé cette vidéo et n'hésitez pas à aller voir, tous les liens sont dans la description pour voir tous les services qu'ils ont à vous proposer. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette stack, ce que vous auriez peut-être fait différemment. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses qu'on peut encore améliorer. Alors n'hésitez pas à aller voir le code sur Git et éventuellement à faire des pull requests pour améliorer ce projet. Si toi aussi tu as fait une version de ce projet aussi, n'hésite pas à la poster en commentaire pour qu'on puisse voir toutes les façons de réaliser ce challenge. Et dis-moi ce que tu penses aussi de ces challenges. Peut-être que moi je pourrais aussi vous en proposer avec des technos basés sur Python pour qu'on puisse ensuite revoir tout ça ensemble et faire d'autres vidéos sur la chaîne.